Bonjour Essar. Bonjour Tom. Alors Essar, nous arrivons au 34e CITREP. Nous sommes le 13 février 2018 et on va faire une petite parenthèse au tout départ pour évoquer quelque chose qui impacte assez sensiblement le CITREP puisque c'est la liaison Internet qui nous réunit en ce moment pour ce CITREP. C'est la diminution sensible de la qualité vidéo, sonore, et surtout aussi, je dirais, une différence de temps qui est importante, ce qui fait que vous m'entendez 2 secondes après, et du coup, ça finit par faire un blanc. Nous nous en excusons d'ailleurs auprès de nos vidéos spectateurs, c'est le problème du câblage informatique, en particulier celui qui lie la Syrie avec Chypre, mais on a eu très curieusement le même problème d'incident qui a endommagé le câble qui fait la liaison entre la Syrie et l'Égypte. Oui, en effet, donc après des grandes difficultés que nous avons eues donc avec Internet, hein, un ancien ministre des télécommunications, l'ancien ministre de Télécom est intervenu, enfin a fait une communication pour dire que de toute façon la vérité sur ces difficultés, il ne faut pas s'attaquer aux fonctionnaires des télécoms qui sont vraiment des gens super bien et qui sont super dévoués, et même nombre d'entre eux ont été tués alors qu'ils étaient en train d'exercer leurs fonctions pour le dépannage d'Internet, du téléphone, etc. Mais qu'il y avait deux câbles qui étaient détériorés, les câbles sous-marins en fait, le câble qui relie la Syrie à Chypre, hein, et le câble qui relie la Syrie à l'Égypte. Et en fait, ces deux câbles ont été détériorés, on ne sait par quels moyens. Et la réparation est longue parce qu'il faut des autorisations internationales, surtout avec Chypre, hein, puisque la Syrie est sous embargo technique, on n'a pas tellement la possibilité de changer toutes les cellules de ces câbles qui ont été détériorés. Bon, on est resté, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a un des CITREP qui n'a pas pu être fait en temps et en heure, étant donné la coupure totale d'Internet en fait, Oui. et qui a duré une bonne dizaine de jours, hein. Là, ça a repris, mais avec une difficulté, en fait, pas avec la vitesse voulue, etc. Et le câble qui relie la Syrie et l'Égypte a dû être réparé avec une bonne volonté du côté égyptien et du côté syrien. Mais de l'autre côté, effectivement, il faut des accords internationaux, enfin des autorisations internationales, et comme la Syrie est sous blocus, hein, par les pays occidentaux, et donc elle a cette difficulté. Nous écopons de cette difficulté pour nos CITREP, et ça continue donc au niveau du débit de l'Internet. Alors si vous me Bon, permettez ça c'est ça, un premier point. oui, si vous me Je vous en permettez prie. ça, je vais me faire quand même une allusion un peu complotiste, hein. Il faut savoir qu'un câble comme ça fait moins de 10 cm de diamètre, hein. Donc ça représente pas grand-chose en termes de surface par rapport à la totalité de l'est de la Méditerranée. Et il faut savoir que ces deux câbles qui sont distants l'un de l'autre ont été abîmés en même temps, hein, quasiment, hein. Donc statistiquement, ça paraît extrêmement peu probable que ce soit quelque chose de fortuit. Voilà, je n'en dirai pas plus. Euh, oui, bon, moi je ne dirais pas plus, mais on dit fort probablement. Mais quand on voit tous les efforts de brouillage et de bruitage, etc., et puis d'interdiction de la Syrie des satellites, etc., donc on peut penser quand même que c'est une mesure de rétorsion ou d'agression contre la voie de la Syrie, je peux dire, pour éviter qu'elle ne puisse
aller au-delà, aux oreilles des Occidentaux, puisque je vous rappelle quand même que depuis le début de la guerre contre la Syrie, donc en 2011 déjà, la Syrie, où toutes les télévisions syriennes ont été suspendues de tous les satellites. Voilà. Et puis, la voix de la Syrie a été étouffée et occultée. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, de la même manière, on continue à vouloir occulter cette voix et à vouloir occulter la vérité sur la Syrie, qui est, en continuant à dire que c'est toujours le président qui tue son peuple et c'est l'armée qui tue son peuple, alors qu'en fait, c'est une vraie guerre des pays occidentaux, enfin des États-Unis et des pays de l'OTAN contre la Syrie pour essayer de la démembrer et pour essayer de porter atteinte à sa souveraineté et à la souveraineté de ses décisions et à mettre donc à genoux les décideurs syriens. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a toujours une campagne qui est menée contre le président Assad qui résiste aux diktats américains et qui résiste aux diktats occidentaux en ce qui concerne la politique syrienne et en ce qui concerne d'ailleurs la souveraineté de la Syrie et ses richesses. Et surtout en ce qui concerne les rapports où on peut dire la guerre avec l'État agresseur, l'État d'occupation d'Israël. Alors justement, vous venez d'évoquer la tentative de destruction de la souveraineté de la Syrie. Il y a ce qu'on appelle la violence de la parole américaine, particulièrement en ce moment, et qui est le fruit de l'échec de leur plan de mise sous tutelle de la Syrie, dont la réunion de Sotchi a été l'enterrement de première classe. Hein. Absolument. Alors, je voudrais dire, à l'arrivée à Sotchi, pardon. Oui, je vous en prie, Les équipes qui représentent les équipes qui représentaient la dite opposition qui viennent en fait de la plateforme de Riyad, l'opposition qui est liée à Riyad et qui est venue portant une non-lettre ou une proposition qui en fait qui était présentée par les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Bien sûr, ce sont les deux pays les plus démocratiques, soi-disant, apparaît-il, du Moyen-Orient, qui sont donc sous tutelle des Américains. Donc, cette lettre proposait de mettre sous tutelle des Nations Unies de la Syrie, d'enlever au président syrien toutes ses prérogatives de décision, de dissoudre l'armée syrienne, de la transformer juste en force de l'ordre et en force de sécurité, et donc aussi la mettre donc sous mandat. Donc, bien entendu, le déroulement de Sotchi qui a fait que cette proposition non seulement a été violemment repoussée par tous les 1500 représentants du peuple syrien et puis de tous les partis politiques d'opposition aussi de l'intérieur et même des opposants extérieurs qui sont patriotes. Cette proposition a été violemment repoussée et il y a eu à l'inverse donc une affirmation de l'unité de la Syrie, une affirmation de sa souveraineté et une affirmation aussi de la souveraineté de tous ses symboles, c'est-à-dire le drapeau, le président, les prérogatives du président et l'armée, l'appui de l'armée arabe syrienne, l'appui de toutes les forces de l'État syrien et de toutes ses institutions, donc par la totalité des personnes. Je peux dire que cette plateforme, qui est une plateforme qui est devenue, en fait, qui a fait l'unité, qui était la plateforme unitaire de l'ensemble des représentants qui étaient à Sotchi,
donc a été aussi l'affirmation de l'unicité de la Syrie contre toute tentative de division et de partitionnement. Et le rejet de toute mise toute mise en échec, ou je peux dire, de la souveraineté de la Syrie, de toute violation de la souveraineté de la Syrie. Donc, cette grande victoire, je peux dire, de Sochi dans le sens de la souveraineté de la Syrie, de l'unicité de son territoire, de l'unicité de son peuple, et a été très très gênante pour toutes les forces et tous les pays de l'OTAN qui depuis donc 2011 œuvrent à la destruction de la Syrie, de ses institutions, et œuvrent pour son partitionnement. Et tout ceci, tous ces plans ont été mis en échec. Oui. Alors, avant d'aborder des sujets qui sont connexes à celui qu'on vient d'aborder là, il faut évoquer, parce que c'est oui, un des premiers événements qui s'est produit juste après le dernier sitrep en date, hein, c'est-à-dire avant celui-ci. Le 3 février, un missile anti-aérien portatif a détruit un avion russe Sukhoi 25, dont son pilote a été tué au cours d'un combat avec les terroristes du Front Al-Nosra, qui contrôlent la région où s'est éjecté le pilote. Et ce qui est très important aussi, parce que là, ça laisse entendre que des suites très graves sont préparées, c'est-à-dire que la Russie a donc frappé les terroristes en représailles, en tuant une trentaine de terroristes, mais surtout, elle a décidé d'enquêter sur l'origine de l'arme qui a été utilisée pour détruire le Sukhoi 25, et avec la détermination de trouver quel est le pays qui a fourni les terroristes avec ces armes, et l'origine de l'arme, c'est-à-dire est-ce qu'elle est américaine ou israélienne. Je rappelle historiquement que la Russie a déterminé la fourniture de ces armes-là comme une ligne rouge à pas franchir. En fait, là-dessus, je pense qu'il est important de rappeler quand même à Astana que, en fait, Idlib fait partie des zones d'abaissement de tension. De la même manière, la zone de Ghouta et différentes zones, et la zone du sud aussi. Abaissement de tension, ça veut dire aussi que seuls les combats, que d'une part, aucune force extérieure ne continue à soutenir les groupes terroristes de Daesh et Al-Nusra. Tout le monde, y compris les États-Unis et les forces de la coalition, et la Turquie, bien sûr, qui est, elle, encore plus impliquée dans Astana, pardon, oui. Et qui aussi est censée combattre le terrorisme et donc ne pas s'abstenir de soutenir même les forces terroristes qui jusqu'à présent étaient largement soutenues par elles. Ce qui s'est passé sur le terrain est complètement différent, c'est que il continue à y avoir des fournitures d'armes très sophistiquées aux terroristes, d'Al-Nosra et de Daesh aussi. Qu'il y a des interventions pour les protéger, aussi bien de la part des Américains que de la part des Turcs. La Turquie a envahi et a violé la souveraineté de la Syrie, est allée jusqu'à Idlib et même maintenant jusqu'à Afrin. En fait, dans le gouvernorat d'Idlib, jusqu'à Afrin, qui agresse et qui bombarde les villes syriennes sous prétexte qu'elle se bat contre le terrorisme kurde. Et en même temps, elle a réorganisé les forces d'Al-Nosra et qui sont donc à Idlib. Donc dans ce paysage général, je peux dire aussi les forces les forces et l'aviation de la coalition qui est sous le contrôle des Américains a attaqué les
aussi a attaqué les forces populaires de défense à Deir Zor, Oui. A fourni en même temps les Al-Nusra qui à Idlib a été fourni en armes très sophistiquées, notamment en porte-missiles sol-air qui s'attaquent, ils se portent sur les épaules, et ils s'attaquent aux avions. D'ailleurs, c'est avec un missile de ce type que l'avion russe a été attaqué et a été atteint aussi. Oui. Et le commandant de l'appareil a été tué à la suite de combats acharnés parce qu'il s'est éjecté de son avion et il a atterri donc dans les zones dans la zone contrôlée par les terroristes à Idlib. Et donc, à la suite de combats acharnés, il a été tué, il est tombé en martyr donc sur le sol syrien d'Idlib. Suite à ça, effectivement, la Russie trouve que, a fait un communiqué d'abord accusant les États-Unis de fournir des armes sophistiquées aux terroristes, alors qu'elle ne devrait pas, et elle prétend ne pas le faire. A aussi violemment donné suite, on peut dire, du côté des Turcs en les accusant aussi de mener ces combats contre leur propre engagement, les rappelant qu'ils sont garants des terroristes qui dépendent d'eux à Idlib et que, au contraire, ils devraient les faire sortir. Et il s'était engagé à combattre le terrorisme et que le terrorisme, c'est aussi Al-Nusra. Donc ça, c'est surtout Al-Nusra et Daesh. Dans ce paysage général, donc aussi, les Israéliens qui soutiennent Al-Nusra dans le sud de la Syrie et qui ont vu avec horreur, en fait, le fait que l'ensemble de la banlieue ouest de Damas a été libéré et jusqu'aux frontières, jusqu'au Golan occupé. Notamment, je parle des villages de Beidjen et Qasr el-Mar. Les Israéliens ont commencé à partir de ce moment-là, puisque cette libération de Beidjen a coupé les voies d'alimentation, je peux dire, et des terroristes, car Israël les soutenait à travers ces voies-là, à travers le Golan occupé. Et donc, à partir du moment où cette libération a eu lieu, il est certain que les Israéliens ont commencé à intervenir eux-mêmes à la place d'Al-Nusra. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait une première agression contre la Syrie, une deuxième agression contre la Syrie, et jusqu'au 10 février, la riposte ne s'est pas fait attendre, elle est arrivée. L'avion des F-16, dont l'aviation israélienne est fière, avec tous ces équipements anti-missiles, anti-machin, etc., anti-radar, etc. Un avion a été pulvérisé, plusieurs autres ont été touchés, chose qui n'a pas été reconnue par Israël, mais reconnue par les satellites russes, et des missiles, les missiles syriens, qui sont rien d'autre que les SAM-5, en fait, ce sont les missiles anciens, les S-200, qui existent depuis 1974 en Syrie, ont pu suivre ces avions jusqu'à l'intérieur des territoires occupés. Ce qui fait que, effectivement, ça a été une très très forte réaction en Palestine, enfin en Israël, de l'État israélien, qui a fait
retentir des sirènes dans tout le nord de la Palestine occupée, dans tous les pays, même dans le Golan occupé, que les gens ont passé leur temps dans les abris, qu'il y a eu un état d'alerte et plusieurs grandes réunions du gouvernement israélien, donc, et une très grande polémique qui s'est engagée entre les dirigeants de la sécurité et Netanyahou et le gouvernement sur les grands risques que représente la présence syrienne, enfin pas la présence, c'est cette, je pourrais dire cette force syrienne qui a été retrouvée après ces 7 ans de guerre. Et donc l'armée syrienne a guéri de 7 ans de guerre, a retrouvé effectivement sa santé, sa force de riposte. Et puis il faut dire que c'est peut-être la première fois depuis 73-74 qu'il y a une telle riposte qui se fait immédiatement à un bombardement israélien, ce qui met les Israéliens en panique. Ben oui. Alors, et ça, justement. Ce que je peux dire aussi, il est important, ce que ça représente. En fait, et ils ont bien détecté ce que ça représentait, c'était la prise de décision, en fait, stratégique, de réponse immédiate à toute attaque israélienne. Donc là, c'est fini, on ne tolère plus aucun écart. Deuxièmement, les forces les différents pays. Alors, je peux dire, et je voudrais les citer, il est très important, en plus de la Syrie, donc bien entendu, l'Iran a affirmé que de toute façon, le temps où Israël pouvait frapper et se balader sur le sol, dans les airs ou dans le ciel syrien ou libanais, c'est passé, c'est fini, ça c'est du passé. Très importante aussi la décision et puis la position libanaise sur la question. Tout l'État libanais et par la voix de son ministre des Affaires étrangères condamne cette agression contre la Syrie et affirme que plus jamais le ciel libanais ne sera aussi un passage pour les avions israéliens pour agresser la Syrie. Ça, ce sont des positions stratégiques et affirmées, fermes, et qui se sont fait entendre immédiatement après cette agression israélienne. Ce qui fait que Israël est encore plus, conscient de la fermeté et de l'accord stratégique et de l'unité stratégique au sein du front de la résistance, des pays du front de la résistance qui sont l'Iran, la Syrie, le Liban, et l'Irak a pris exactement la même position aussi, donc contre toute atteinte à la souveraineté de la Syrie et la nécessité de sanctionner toutes les agressions israéliennes contre ces pays voisins. Donc ça, c'est un événement qui est très important, qui constitue un point d'inflexion dans l'histoire des rapports, je peux dire, entre les pays dans la région, et c'est ça qui fait que effectivement, en Israël, c'est un état d'alerte permanent aujourd'hui, enfin depuis ce jour-là, depuis le 10 jusqu'à aujourd'hui, au sein de l'état d'occupation. Alors, Essar, si vous me permettez... un point. Le deuxième point que... Pardon. Oui, si vous me permettez. Je voulais le dire tout à l'heure, mais c'est pas grave, on reste dans le sujet. Ce qui est très important aussi, c'est que l'inflexion a déjà été manifeste il y a quelque temps déjà, parce que, pour rappel, les Israéliens avaient déjà commis une attaque depuis le ciel libanais, contre une base aérienne, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils avaient utilisé un F-35, qui est donc le flambant neuf avion furtif américain dernier né.
et le retour de l'avion s'était pas très bien passé. Et c'était déjà à l'époque un missile S-200 qui date des années 70, justement, qui avait certes été rénové par l'armée russe, mais qui donnait une idée je dirais, de la précision et de l'efficacité de ces missiles-là, puisque l'armée israélienne, pour justifier, je dirais, les dégâts occasionnés sur le F-35, avait évoqué un vol d'oiseaux, comme si dans les essais de conception de cet avion-là, les vols d'oiseaux n'avaient jamais été utilisés pour en éprouver les performances. Bon, et ce qui est très important surtout, c'est que depuis un certain nombre de temps, les forces aériennes israéliennes n'utilisaient plus que l'espace aérien libanais pour frapper. C'est-à-dire qu'ils n'entraient même plus dans l'espace aérien syrien, du fait de l'efficacité redoutable de ces vieux systèmes de missiles, et sans doute déjà de la présence des S-300, S-400 russes, de la base de Hmemim, et puis d'autres systèmes, bien évidemment, dont les positions sont tenues secrètes. C'est tout à fait ça. Je voudrais quand même rappeler que de toute façon, avant 2011, en Syrie, il y avait un réseau de protection très important de bases antimissiles, justement, et anti-avions, de missiles des SAM S-200. Et tout ceci a été détruit principalement par les terroristes d'Al-Nusra ou les terroristes de Daesh et autres, sous commande israélienne, ce qui montre très bien quand même que toutes ces interventions dites du printemps arabe étaient bel et bien pour la défense d'Israël et surtout pour défaire les défenses de la Syrie face à Israël. Donc dans le Golan, ça a été le cas aussi, et dans la partie sud, ça a été le cas. Aujourd'hui, donc les Israéliens sont tous surpris, pensant que tout a été détruit, qu'ils aient été interceptés et puis attaqués par ces missiles dont ils ne connaissaient plus l'existence, où ils pensaient que tout a été détruit. Effectivement, la Syrie reconstruit quand même ses défenses. Et ça, c'est un point qui est très important et qui a beaucoup surpris Israël, d'où l'état de panique où il se trouve actuellement. Absolument, absolument. Alors, on va revenir à quelque chose. Dernier point, excusez-moi, je voudrais ajouter un petit point, que à chaque fois, effectivement, que les forces terroristes sont en difficulté, comme c'est le cas aujourd'hui dans le sud de la Syrie, comme c'est le cas dans la Ghouta, comme c'est le cas à Idlib, à chaque fois que l'armée syrienne avance et de manière très, très ouverte et très positive et remporte des victoires importantes, on remarque qu'il y a tout de suite une intervention face à cela, une intervention des Américains, des forces de l'OTAN, de la Turquie et d'Israël. Et donc, cette période-là, dernièrement, quand la Syrie a libéré plus de 90 villages et fermes de l'ensemble des gouvernorats d'Alep, de Hama, de Homs et de Deir Zor et d'Idlib, donc tout de suite la riposte, entre guillemets, la riposte des forces d'agression qui soutiennent donc les terroristes, elle se fait sentir. Tout de suite, on voit un bombardement à Deir Zor par les forces dirigées par les Américains, la coalition dite antiterroriste américaine, en fait, de l'OTAN. On voit une intervention directe de la part d'Israël. On voit les forces de Daesh aussi qui se mettent à attaquer dans les régions où elles persistent encore en poche, mais elles sont là.
Et on voit que à Idlib aussi, Al-Nusra, qui est aussi qui fait des attaques contre la population civile, contre l'armée syrienne, etc. Et les Turcs qui interviennent aussi il n'y a pas eu de confrontation directe entre la Turquie, l'armée turque et l'armée syrienne, mais l'armée turque, elle bombarde systématiquement les villes de Afrin, elle s'attaque à la population civile, elle s'attaque à l'infrastructure du pays. Je rappelle quand même qu'ils ont aussi, l'armée turque a bombardé, mais vraiment, elle a complètement pulvérisé un site magnifique qui date de 7000 ans, qui est le site de Ain Dara, qui est à Idlib, dans le gouvernorat d'Idlib, qu'aujourd'hui, à Afrin, ils s'attaquent aussi à l'infrastructure de la ville. Ils ont attaqué les stations d'épuration d'eau, les circuits de distribution d'eau. Ils bombardent sans arrêt la population civile. Et tout ceci pour détruire en fait la structure, l'infrastructure, et pour mettre et détruire l'économie syrienne et mettre le pays à genoux. Oui. De la même manière, les Américains à l'est de l'Euphrate, ils ont mis la main sur les plus grands puits de pétrole et de gaz, aussi pour mettre l'économie syrienne à genoux. Et ils s'attaquent effectivement à l'armée syrienne à partir de l'Est. Et ils ont réuni les responsables de Daesh avec la force qu'ils appellent Qassad, les forces syriennes démocratiques, qui contient un ou deux groupes kurdes, un ou deux groupes des tribus arabes de Jazira, et qui contient les Daesh qui ont été repiqués et sauvés de Al-Mayadin, qui ont été sauvés d'Abu Kamal, etc. Enfin, donc les États-Unis qui gardent à la fois cette base à l'est de la main sur l'ensemble des territoires à l'est de l'Euphrate, en disant attention, ça c'est une zone interdite, c'est une ligne rouge, qui garde aussi la base d'Al-Tanf qui est sur la frontière, triangle de frontière entre la Jordanie, l'Irak et la Syrie, en disant aussi ça, ligne rouge, et il faut 50 mètres autour. 50 km, oui. 50 km, pardon, tout autour. Bon, tout ceci, c'est une violation de la souveraineté de la Syrie. C'est une présence illégale complètement au vu du droit international et au vu de la charte de l'ONU. Mais il continue à taper sur la population civile de tous les côtés, puisque aussi bien à l'est de Deir Zor que à Al-Tanf, parce qu'ils veulent aussi avoir le camp de réfugiés qui est à côté d'eux et qu'ils mettent à la Rukban, je pense, à Rukban, oui. Ils veulent l'avoir comme vivier. Oui. Donc, ils sont maintenus en otage. Une soixantaine c'est une soixantaine de milliers de civils syriens qui servent de boucliers humains, de réserves humaines pour renflouer les groupes terroristes. De réserve pour les mercenaires. Voilà. Évidemment, des gens qui sont forcés de se battre aux côtés des terroristes, sous peine probablement de menaces de mort contre leurs familles enfermées dans le camp. Les Russes, d'ailleurs, ont dénoncé à plusieurs reprises la volonté des Américains d'empêcher les convois humanitaires d'atteindre ce camp-là. Donc on a effectivement une prise d'otage de 60 000 civils syriens par les Américains autour d'Al-Tanf. Effectivement, c'est un crime de guerre, clairement.
Mais tout à fait. En plus, les Américains s'évertuent à dire ça c'est ligne rouge et ça c'est ligne rouge. Mais attendez, l'armée syrienne est sur son territoire, a tous les droits de défendre sa population. Il n'y a pas de ligne rouge pour l'État syrien sur les terrains, sur le territoire syrien et la totalité du territoire syrien. Donc là, ils sont en train de diriger des entraves qui n'ont pas lieu d'être et qui sont complètement illégales et qui relèvent plutôt de l'agression contre le pays et de crimes contre la Syrie et contre l'humanité, puisqu'ils continuent à utiliser les civils aussi ils continuent à les utiliser en mercenaires, en fait, pour les forcer ils les forcent à s'enrôler dans les troupes terroristes. Donc ça, c'est vraiment très clair, cette agression, cette liaison entre les Américains, les terroristes et les Israéliens aussi, et tous les pays de l'OTAN, plus l'Arabie Saoudite, le Qatar, en fait, les pays du Golfe, qui sont aussi les alliés des Américains, et maintenant, de plus en plus clairement, les alliés d'Israël, puisqu'il y a avant c'était sous la table, maintenant il y a des va-et-vient et des réunions communes, des manœuvres communes, etc. Donc là, tous les masques tombent, en fait. Alors Essar, justement, voilà. Quand vous dites que les masques tombent, je voudrais rappeler ce que vous veniez de dire quelques minutes avant, quelques dizaines de minutes avant, pour revenir à cette agression criminelle, hein, ce massacre des forces de défense civiles syriennes à Deir ez-Zor, commise par les forces aériennes américaines, hein, sous des prétextes fallacieux, bien évidemment, hein, et tout ça parce que, en fait, ces forces de défense civile étaient en train de s'attaquer à une cellule dormante de Daesh. À des cellules dormantes de Daesh qui se trouvent dans le quartier est de Deir ez-Zor à Salhiye. Effectivement. Donc, ils ont été bombardés, presque une centaine de morts, un vrai massacre, hein, pour éviter que ces forces ne puissent porter atteinte à Daesh, qui a élu domicile, en fait, dans ce quartier de Salhiye de Deir ez-Zor. Donc, encore une fois, la connivence est claire et c'est un crime de guerre et c'est un crime contre l'humanité que commettent encore une fois les États-Unis. Et les États-Unis et ses forces alliées, en fait, les Français, les Britanniques, etc., qui sont sous leur commandement. Ils sont partie prenante. Ajoutez au fait que ces forces qui prétendent qu'ils existent sur le sol syrien et qui prétendent lutter contre le terrorisme, ils sont là sans aucune permission de l'État syrien, sans aucune coordination avec l'État syrien et sans aucun mandat. Donc, en fait, violation aussi du territoire syrien par ces gens. Donc, violation de la souveraineté de la Syrie, violation de la charte de l'ONU, ajoutée à toutes les autres violations dont on a parlé. Oui. Au global, on peut se demander qu'est-ce que les Américains ne violent pas en voilà. Syrie, hein, parmi le droit international, les conventions, Genève, etc. C'est clair que on a affaire à un occupant qui cherche à instrumentaliser le désir kurde d'avoir un territoire autonome pour fractionner en fait le territoire syrien et en particulier la zone riche en pétrole. Hein. Tout à fait, ils le disent d'ailleurs, de toute façon. Ils mettent la main sur la zone la plus riche en pétrole et en gaz, hein, j'entends. Oui. Ça, c'est un point. Je tiens à dire aussi que Israël fait exactement pareil, parce qu'il y a quelques jours, ils ont commencé à déclarer que le bloc 9 dans la Méditerranée leur appartient, alors que c'est
C'est un bloc qui contient des gisements de gaz et de pétrole. C'est dans les eaux territoriales libanaises. Il est complètement libanais. Et les Israéliens veulent mettre la main dessus. Et en fait, cette agression qui est passée par cette agression contre la Syrie et contre le Liban visait effectivement à tester, entre guillemets, mais en fait à mettre la main sur ce grand gisement de gaz et de pétrole, ajouté au fait que les Israéliens ont commencé à construire un mur à l'intérieur des terres, à l'intérieur de ce qu'on appelle la ligne bleue, sur laquelle il y avait les forces de l'UNIFIL, et de séparation et qui intègre bien entendu certaines parties du Liban dans leur frontière, en fait, en occupation, quoi. Dans Israël. Mais bien entendu, personne n'accepte cet état de fait, ce qui fait monter les tensions. Et dans ce sens, je peux dire que la riposte syrienne et libanaise et de l'ensemble du front de la résistance a fait et retentir effectivement des sirènes en Israël, mais aussi fait aussi cette panique au sein des institutions et de l'État d'occupation israélien. Donc c'est aussi lié à leur agression, à leur volonté de s'accaparer les richesses, comme les Américains, les Israéliens d'un côté, les Américains de l'autre côté. Et là, c'est vraiment contraire à toutes les règles internationales. Et fort heureusement, d'ailleurs, la Russie est intervenue aussi, a pris des positions très fermes sur ces agressions, disant que de toute façon, elle ne laissera absolument pas porter atteinte à la souveraineté de la Syrie d'un côté, que de l'autre côté. Il y a aussi un grand risque pour ses propres troupes qui sont en Syrie, de ces agressions répétées israéliennes. Qu'elle qualifie d'inacceptable. Une position très, très ferme vis-à-vis d'Israël aussi. Tout à fait. Donc, très ferme vis-à-vis d'Israël par rapport à toutes ces incursions et par rapport à toutes ces agressions. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, si vous me permettez une parenthèse, il y a un projet très clair d'ouverture des ports libanais à la flotte militaire russe, qui est envisagé. Et comme vous le savez certainement, la flotte russe, où qu'elle se déplace, utilise pour sa protection des systèmes anti-aériens au moins aussi efficaces que les fameux S-300, S-400 terrestres qui sont aujourd'hui à Khmeimim. Et donc ça signifie en clair, si vous voulez, que l'espace libanais sera fermé aux incursions illégales et criminelles des forces aériennes israéliennes quand les bateaux militaires russes y seront dans les ports libanais. Donc c'est encore une fois une augmentation de la protection anti-aérienne contre Israël en faveur du Liban et de la Syrie. Tout à fait. Alors je voudrais souligner aussi quelque chose de très important, c'est cette unité de l'ensemble des forces politiques libanaises derrière le président Michel Aoun pour la défense de la sûreté, la défense de l'intégrité territoriale du Liban et de sa souveraineté. Alors qu'avant, les Israéliens comptaient toujours sur une connivence avec certaines forces et certains partis politiques au Liban. Oui. Aujourd'hui, cette possibilité est complètement fermée. Et aujourd'hui, on assiste, et ça c'est un point très très important et très fort aussi, on assiste à une unité politique au sein du Liban
autour de cette question de souveraineté et de la volonté d'interdire toute incursion et toute utilisation de son territoire par les Israéliens. Donc, et une volonté de défense très claire de toutes les ressources du Liban et de son territoire. Ce qui est un point très très important et qui va tout à fait dans le sens de la position aussi syrienne. Et les deux pays affirment que cette complémentarité au niveau de la souveraineté et au niveau de la volonté d'indépendance. D'accord. Alors, à Damas, où vous êtes actuellement, la ville fait continuellement l'objet depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'une pluie d'obus de mortiers et de missiles tirés par des terroristes depuis la zone où l'armée syrienne a lancé une opération militaire pour détruire ce que les médias occidentaux prennent pour une poche de résistance civile dans la Ghouta de l'Est de Damas. Donc une tromperie médiatique du type Alep-Est bis. Alors, effectivement, la Ghouta Est est occupée depuis 2012 par des troupes de terroristes, par des hordes sauvages de terroristes. Plusieurs, il y a plus d'une quarantaine d'organisations qui relèvent chacune d'un pays, qui dépendent donc de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., qui occupent donc la Ghouta, Harasta, Douma, Arbin et Al-Hajar al-Aswad, etc., et une partie du camp Yarmouk. Ces terroristes, donc à la suite effectivement du grand succès d'un côté de l'armée syrienne et de son avancée et la libération de 90 villages, comme on avait dit, villages, fermes et villes, dans les différents gouvernorats d'Idlib, Alep, Hama et Deir Zor. Ils ont commencé à s'attaquer à la population civile, à la population dans les quartiers de Bab Touma, Bab Shar'i, Sharour, etc., Jaramana. Et il y a des dizaines de morts